Kevin Bennett s'est approché de moi dans le couloir du palais de justice, assez près pour que je puisse sentir son parfum coûteux. Le genre qu'il ne portait que les jours où il voulait se sentir puissant. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, a-t-il dit, la voix basse et assurée. Je vais tout te prendre. Il a souri comme si l'issue était déjà écrite. Derrière lui se tenait Sophie Lannes, son assistante, sa maîtresse, son trophée de victoire. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son sourire l'a fait pour elle. Tranchant, certain, cruel. Des gens passaient à côté de nous. Des avocats, des greffiers, des inconnus avec leurs propres désastres silencieux. Personne ne prêtait attention à la petite guerre qui se déroulait dans ce couloir étroit. Kevin a redressé sa veste et m'a regardé de haut, de la manière dont un homme regarde quelque chose qu'il possède déjà. L'appartement est à moi. Les comptes sont à moi. Tu aurais dû accepter l'accord à l'amiable quand tu en avais l'occasion. Je n'ai rien dit. Ce silence l'irritait plus que les larmes n'auraient jamais pu le faire. Il voulait de la peur. Il voulait des supplications. Il voulait la preuve que j'étais déjà vaincu. Au lieu de cela, je suis resté là, calme, les mains jointes, le regard fixe. Tu as toujours été silencieuse, Laura, a-t-il poursuivi, en riant presque. Les femmes silencieuses perdent au tribunal. Mon avocat est un requin. Le tien a l'air de devoir être à la retraite. Sophie a changé de posture et a croisé les bras, faisant scintiller le bracelet à son poignet. Celui qu'il avait acheté avec de l'argent qu'il pensait que je ne retracerais jamais. Kevin s'est penché une dernière fois. Après aujourd'hui, tu n'auras rien. Pas de maison, pas de levier, pas d'avenir. C'est alors que mon avocat s'est placé à côté de moi. Monsieur Harold Whitman n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas précipité. Il m'a simplement posé une question. Avez-vous apporté tout ce dont nous avons discuté? J'ai regardé Kevin pour la première fois et j'ai croisé son regard. Oui, ai-je dit, exactement comme vous l'avez demandé. Monsieur Whitman a hoché la tête une fois. Puis il s'est légèrement tourné vers Kevin et a parlé calmement. Dans ce cas, a-t-il dit, je vous suggère de vous préparer. La journée d'aujourd'hui sera instructive. Kevin a ri. Il n'avait aucune idée que la leçon était sur le point de commencer. Laura Bennett n'a jamais été le genre de femme à remplir une pièce de bruit. Elle la remplissait d'ordre. Pendant la majeure partie de sa vie, elle a travaillé discrètement en coulisses, s'assurant que les chiffres concordaient, que les factures étaient payées et que les problèmes étaient résolus avant même que quiconque ne remarque leur existence. C'est ainsi que Kevin l'avait toujours vue, utile, fiable, invisible. Quand les gens demandaient ce que faisait Laura, Kevin répondait généralement pour elle. Elle travaille à la maison. Elle fait un peu de comptabilité, rien d'important. La façon dont il le disait le faisait paraître petit, sans importance, facile. En réalité, Laura gérait les dossiers financiers de 3 petites entreprises, le tout depuis un ordinateur portable sur la table de la salle à manger. C'est elle qui se souvenait des dates limites d'impôts, des renouvellements d'assurance et des échéanciers hypothécaires. C'est grâce à elle que leur vie se déroulait sans accroc, même lorsque Kevin oubliait des choses. Mais parce qu'elle ne portait pas de talons pour aller travailler ou ne parlait pas fort de ses réussites, Kevin supposait qu'elle n'en avait aucune. Après leur mariage, Laura avait mis sa carrière en pause pour soutenir la sienne. Elle a déménagé quand il avait besoin d'être muté. Elle a pris plus de travail en freelance pour qu'il puisse viser des promotions. Elle croyait au travail d'équipe, même lorsque le travail était inégal. Kevin a pris sa patience pour de la faiblesse. Lors des dîners, il plaisantait en disant qu'il était le soutien de famille et que Laura était la gérante de la maison. Les gens riaient. Laura souriait. Personne ne demandait qui suivait réellement l'argent ou qui s'assurait qu'il ne s'endettait pas. Les gens silencieux voient souvent le plus de choses parce qu'ils passent plus de temps à écouter qu'à parler. Laura a remarqué quand Kevin a commencé à rentrer plus tard. Elle a remarqué quand les dépenses augmentaient sans explication. Elle a remarqué quand l'affection a été remplacée par la distraction. Mais elle n'a pas accusé. Elle a observé. Et dans ces petites observations silencieuses, la véritable histoire de leur mariage était déjà en train de s'écrire. Le jour où tout a changé n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte qui claque. C'était un mardi calme et pluvieux, le genre de journée qui rendait tout l'appartement plus petit et plus lourd. Laura se tenait dans la chambre, tenant une des vestes de costume de Kevin. Il l'avait laissée draper sur une chaise, froissée et oubliée.
Elle prévoyait de l'emmener au pressing, comme elle le faisait toujours. Par habitude, elle a vérifié les poches. Kevin avait une façon de fourrer des choses importantes partout. Des cartes de visite, des clés USB, des reçus. Laura avait appris il y a longtemps que si elle ne vérifiait pas, quelque chose d'important serait perdu. Ses doigts ont effleuré un morceau de papier épais plié dans la poche intérieure. Au début, elle a supposé que c'était une autre carte de visite. Elle l'a déplié avec soin. C'était un reçu d'une boutique de bijoux de luxe du centre-ville. Le total l'a fait s'asseoir sur le bord du lit. 5000 $. La date était celle de la veille. L'heure était 14h30. La veille à 14h30, Kevin lui avait envoyé un texto disant qu'il était submergé de réunions et qu'il rentrerait tard. Il avait promis qu'ils regarderaient un film ensemble ce soir-là. Au lieu de cela, il achetait des bijoux. Son cœur ne s'est pas emballé. Ses mains n'ont pas tremblé. Ce qu'elle a ressenti était plus froid que la panique. Laura a pris son téléphone et a ouvert les réseaux sociaux. Kevin avait mentionné une fois sa nouvelle assistante. Sophie Lann, jeune, organisée, toujours joyeuse. Il a fallu moins de 2 minutes pour trouver son profil public. La photo la plus récente montrait une main parfaitement manucurée tenant une coupe de champagne à l'intérieur d'une voiture de luxe. À son poignet, il y avait un bracelet en or avec une pierre bleue. La légende disait « La meilleure soirée de ma vie ». Laura n'avait pas besoin de plus de preuves. Dans cette chambre silencieuse, entourée de la vie qu'elle pensait avoir construite, quelque chose en elle s'est finalement immobilisé. Le mariage était terminé. Mais la comptabilité ne faisait que commencer. Laura n'a pas pleuré cette nuit-là. Elle n'a pas réveillé Kevin. Elle ne lui a pas jeté le reçu au visage ni exigé d'explication. Elle a fait ce qu'elle avait toujours fait quand quelque chose n'avait pas de sens. Elle a ouvert son ordinateur portable. Les émotions créent du bruit. Les chiffres apportent la clarté. C'était sa règle depuis son premier cours de comptabilité. Elle a créé un nouveau fichier et l'a nommé d'une manière que seule elle verrait, bilan. Puis elle a commencé à travailler. Elle s'est d'abord connectée à leurs comptes financiers communs, carte de crédit, épargne, paiements hypothécaires. Kevin avait toujours cru qu'elle ne prêtait pas attention à ces choses. Il pensait que l'argent apparaissait simplement quand on en avait besoin. Laura a extrait chaque relevé des 3 dernières années. Elle a immédiatement vu des schémas. De petites dépenses au début, restaurant, trajet, cadeaux. Puis de plus grosses, réservations d'hôtels, voyages, bijoux, le tout pendant les périodes où Kevin disait être en déplacement professionnel. Les calculs ne correspondaient pas à son salaire. Ensuite, elle a vérifié ses propres dossiers, les virements qu'elle avait envoyés à Kevin chaque mois pour aider à couvrir les dépenses du ménage. Dans le libellé, elle avait toujours écrit des notes simples comme loyer, hypothèque ou charges. Cela n'avait jamais beaucoup compté pour elle à l'époque. Maintenant, cela signifiait tout. Elle a créé des onglets, un pour les revenus, un pour les dépenses, un pour les cadeaux, un pour Sophie. Lentement, une image s'est formée. Pas une histoire émotionnelle, mais une histoire financière. Kevin ne la trompait pas seulement. Il finançait une autre vie. Chaque dollar qu'il dépensait pour Sophie provenait de l'argent que Laura avait aidé à gagner ou soigneusement économisé. Leur avenir servait à décorer le présent de quelqu'un d'autre. Laura s'est penchée en arrière dans sa chaise et a regardé l'écran rempli de chiffres. Il ne s'agissait plus de chagrin d'amour. Il s'agissait de restitution. Pendant les semaines qui ont suivi, Laura a vécu dans 2 mondes différents à l'intérieur du même appartement. Devant Kevin, elle était la même épouse silencieuse qu'il avait toujours connue. Elle préparait le dîner. Elle demandait comment s'était passée sa journée. Elle hochait la tête quand il parlait de réunions et de projets de voyage. Elle souriait même quand il faisait semblant de s'en soucier. Kevin n'a jamais rien remarqué d'anormal. Dans son esprit, Laura était exactement là où il l'avait laissée, en arrière-plan. Mais quand il partait au travail ou s'endormait à côté d'elle, Laura devenait quelqu'un d'autre. Elle a transformé le petit débarras à côté de la cuisine en bureau privé. C'est là qu'elle étalait les relevés bancaires, les reçus et les feuilles de calcul. C'est là qu'elle suivait la piste de l'argent que Kevin n'avait jamais pris la peine de cacher correctement. L'appartement a été la première chose qu'elle a vérifiée. Des années plus tôt, Laura avait reçu un héritage important de sa grand-mère. Kevin l'avait convaincue de le mettre dans le rapport personnel. Il lui avait dit que c'était plus simple si ça passait par son compte. Elle lui avait fait confiance.
Maintenant, elle a retracé chaque dollar. L'argent provenait de son héritage. Il est allé sur le compte de Kevin, puis directement au promoteur. Le montant correspondait exactement. Pas un centime ne venait de Kevin. L'hypothèque n'était pas différente. Chaque mois, Laura transférait le paiement à Kevin pour qu'il puisse appuyer lui-même sur le dernier bouton. Elle pensait soutenir sa fierté. En réalité, elle construisait sa propre preuve. Vint ensuite les dépenses. Vol, hôtel, bijoux, restaurant, tout pour Sophie, tout payé avec l'argent de la famille. Puis Laura a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. De gros virements vers des sites de Paris, des milliers à la fois, toujours après que Kevin ait reçu une prime ou conclu une affaire. Il n'était pas seulement négligent, il était imprudent. À la fin du mois, Laura avait quelque chose de bien plus puissant que la colère. Elle avait des preuves. Et Kevin n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Laura n'a pas choisi le premier avocat qu'elle a trouvé. Elle a choisi celui qui comprenait la stratégie. Un collègue de son ancien cabinet lui a donné un nom, Harold Whitman. Un homme plus âgé, calme, précis, connu pour ne jamais prendre d'affaires qu'il ne pouvait pas gagner. Son bureau était petit et bordé de livres épais. Il n'y avait pas d'affiches de motivation ni de faux sourires, juste des étagères de droit et l'odeur du vieux papier. Laura a posé son dossier sur son bureau et a commencé à parler. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas plainte. Elle lui a raconté ce qui s'était passé comme elle expliquerait un rapport financier. Étape par étape, dollar par dollar. Whitman a écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, il a ouvert le dossier et a commencé à lire. Les minutes passaient en silence. Il tournait les pages, étudiait les chiffres, comparait les dates. Finalement, il a levé les yeux. « Vous n'êtes pas venu ici pour de la sympathie, a-t-il dit. Vous êtes venu ici pour finir quelque chose. » Laura a hoché la tête. Il a fermé lentement le dossier. « Vous avez assez ici pour repartir avec tout ce qui vous revient de droit, peut-être plus, mais seulement si nous faisons cela correctement. »« Que faisons-nous » a demandé Laura. « Nous le laissons penser qu'il a déjà gagné » a répondu Whitman. « Nous le laissons parler. Nous le laissons montrer qui il est vraiment. Et quand le moment sera venu, nous placerons la vérité devant le tribunal. » Laura a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Le contrôle. Pour la première fois depuis le reçu, l'avenir ne semblait plus sombre. Il semblait précis. Kevin est arrivé au palais de justice comme s'il entrait dans une célébration plutôt qu'à une audience de divorce. Son costume était taillé sur mesure, ses cheveux étaient parfaits. Il arborait le sourire confiant d'un homme qui croyait que l'histoire se terminerait exactement comme il le voulait. À ses côtés se trouvait Sophie Lannes, habillée de manière trop audacieuse pour une salle d'audience, mais juste ce qu'il fallait pour quelqu'un qui voulait être vu. Il ressemblait à un couple entrant dans un avenir qu'il croyait déjà assuré. Laura et Harold Whitman étaient déjà assis quand Kevin est entré. Il a à peine jeté un regard à Laura. Dans son esprit, elle n'était plus importante. L'avocat de Kevin a parlé en premier. Il était bruyant, soigné, certain. Il a décrit Kevin comme le soutien de famille, celui qui réussissait, l'homme qui payait pour tout. Il a dépeint Laura comme une femme qui restait à la maison et profitait du travail de Kevin. Laura n'a pas réagi. Kevin s'est adossé à sa chaise et a hoché la tête en signe d'approbation. Il croyait chaque mot. Sophie était assise dans le couloir, consultant son téléphone, imaginant déjà quel meuble irait dans l'appartement. La juge écoutait tranquillement. Puis Harold Whitman s'est levé. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement ouvert le dossier de Laura. « Votre honneur » a-t-il dit. Cette affaire ne concerne pas l'émotion. Elle concerne les dossiers. Il a commencé par l'appartement. Il a montré l'héritage que Laura avait reçu, le montant exact, la date, le virement sur le compte de Kevin, le paiement au promoteur. Kevin s'est agité sur son siège. Whitman a ensuite montré les virements mensuels, chaque paiement d'hypothèque provenant du compte de Laura avant que Kevin n'effectue le paiement officiel. L'avocat de Kevin a tenté de l'interrompre. Whitman ne s'est pas arrêté. Vint ensuite les dépenses. Vol, hôtel, bijoux, tout pour Sophie, tout payé avec l'argent de la famille. Le visage de Kevin a perdu sa couleur. Finalement, Whitman s'est tourné vers les jeux d'argent. Des milliers de dollars à la fois,
de l'argent qui aurait dû aller au ménage, disparu. La salle d'audience était silencieuse maintenant. Kevin n'avait plus l'air confiant. Il avait l'air piégé. Et pour la première fois depuis des mois, Laura savait qu'il voyait enfin la vérité. Il n'était plus en contrôle. Harold Whitman a laissé le silence s'étirer avant de continuer. Dans une salle d'audience, le silence peut être plus fort que n'importe quel argument. Votre honneur, a-t-il dit, ce que vous voyez n'est pas seulement une dépense irresponsable. C'est un schéma d'abus financier et de dissipation des biens matrimoniaux. Il a remis à la juge une épaisse liasse de documents. Ces dossiers montrent que Kevin Bennett a utilisé des fonds communs pour financer des jeux d'argent et une relation extra-conjugale tout en se présentant comme le seul soutien de famille. L'avocat de Kevin feuilletait maintenant ses papiers, sa confiance envolée. Il n'y avait rien là qui puisse rivaliser avec des relevés bancaires et des historiques de transactions. Whitman avançait lentement, prudemment, comme s'il plaçait chaque pièce sur un échiquier. Voici les virements vers des comptes de Paris offshore. Chacun correspond au paiement de primes de Kevin. Ce n'était pas du divertissement. C'était de la compulsion. Kevin a essayé de parler, mais la juge a levé la main. Puis Whitman a brandi le reçu des bijoux. 5 000 $ pour un bracelet. Acheté pendant une journée de travail, offert non pas à sa femme, mais à mademoiselle Sophie Lannes. Il a placé une photo imprimée sur la table. Voici ce même bracelet au poignet de Sophie, posté sur les réseaux sociaux le soir même de son achat. Les épaules de Kevin se sont affaissées et finalement Whitman a dit, il y a la question des revenus. Laura Bennett, en tant que comptable, a examiné les dépôts liés au travail de Kevin et les a comparés à son salaire déclaré. Les chiffres ne correspondaient pas. Whitman a passé d'autres pages à la juge. Celle-ci montre des paiements acheminés via des comptes tiers qui n'ont jamais été déclarés, des fonds qui n'ont pas été imposés, des fonds qui sont allés directement à l'usage personnel de Kevin. L'avocat de Kevin s'est assis lourdement. Nous ne sommes pas ici pour engager des poursuites pénales, a déclaré Whitman. Mais ce tribunal doit comprendre que le revenu déclaré de Kevin est non seulement exagéré, mais en partie illégal. Kevin a fixé Laura de l'autre côté de la pièce. Il avait pensé que son silence signifiait l'ignorance. Il s'était trompé. La juge a enlevé ses lunettes et a étudié les documents. Quand elle a relevé les yeux, son expression avait changé. Monsieur Bennett, a-t-elle dit, vous vous êtes présenté comme la victime dans ce mariage. Les dossiers racontent une histoire bien différente. Kevin a dégluti. Le tribunal va prendre une brève suspension, a poursuivi la juge. À notre retour, je rendrai une décision. Alors que tout le monde se levait, Kevin s'est finalement tourné vers Laura. Que as-tu fait, a-t-il murmuré. Laura a fermé son dossier et a croisé son regard calmement. J'ai fait la comptabilité, a-t-elle dit. Rien de plus, rien de moins. Quand la juge est revenue, la pièce semblait plus petite. L'air était lourd d'attente. Elle n'a pas parlé lentement. Elle n'a pas adouci son ton. L'appartement, a-t-elle dit, est reconnu comme la propriété distincte de Laura Bennett. Il n'est pas sujet à division. La tête de Kevin est tombée. Le tribunal constate en outre que Kevin Bennett a dissipé les biens matrimoniaux par le jeu et des cadeaux à un tiers. Il est condamné à rembourser à Laura Bennett la moitié des pertes prouvées. L'avocat de Kevin n'a pas levé les yeux. Le véhicule acheté pendant le mariage restera à Kevin, ainsi que l'obligation de prêt restante. À chaque phrase, l'avenir de Kevin se rétrécissait. Laura n'a pas souri. Elle n'a pas célébré. Elle a simplement respiré. Dehors, dans le couloir, Sophie attendait. Sa patience s'est évanouie quand elle a vu le visage de Kevin. On a gagné, a-t-elle demandé. Kevin a secoué la tête. Sophie a reculé comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Tu avais dit qu'il y avait de l'argent, a-t-elle lancé. Tu avais dit qu'on vivrait bien. Kevin n'avait pas de réponse. Sophie s'est retournée et s'est éloignée sans regarder en arrière. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Kevin a sonné. C'était son entreprise. L'enquête que Laura avait déclenchée avait déjà commencé. Au moment où Kevin a quitté le palais de justice, il n'avait plus de travail, plus de maison, ni d'avenir qu'il reconnaissait. Laura est passée devant lui sans s'arrêter. Certaines fins n'ont pas besoin de mots. Laura est sortie à l'air frais et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La légèreté. Le ciel était gris, mais pour la première fois, il ne semblait pas lourd.
Il semblait tout vert. Harold Whitman lui a serré la main sur les marches du palais de justice. Vous vous êtes bien comporté, a-t-il dit. La plupart des gens laissent l'émotion ruiner leur cas. Vous avez laissé la vérité faire le travail. Laura a souri. Les chiffres ne mentent jamais, a-t-elle répondu. Elle a marché seule vers sa voiture, sans se sentir seule. L'appartement était à elle. Le silence qui l'attendait à l'intérieur était à elle. L'avenir était à elle. Kevin avait voulu la liberté sans la responsabilité. Il l'a eue. Laura avait voulu les quitter. Elle l'a mérité. Voilà à quoi ressemble vraiment la vengeance. Pas des cris, pas de la destruction, mais de la patience, de la préparation et le courage de laisser la vérité parler quand c'est le plus important. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour l'aimer et la partager. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre que la force tranquille gagne toujours. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis chaque message. Et si vous voulez plus d'histoires sur des personnes qui ont repris leur pouvoir, abonnez-vous à l'art de la vengeance. Parce que parfois, le geste le plus fort n'est pas de se battre plus fort. C'est de rester calme jusqu'à ce que le solde final soit réglé.